Bonsoir à tous pour cette grande première. C'est la première conférence du Crash entièrement en ligne. Du fait des circonstances, le public nous manque, mais l'idée de discuter avec des auteurs qu'on aime bien nous manquait davantage encore. Donc on s'est lancé dans ces petits dispositifs. On espère que ce sera la dernière fois qu'on aura à faire ce modèle-là. Par contre, on espère bien pouvoir, dès le début de l'année prochaine, reprendre contact avec les publics et continuer, par ailleurs, à diffuser ces conférences en streaming. Ce soir, je suis très heureux de recevoir Joël Glassman. Alors, c'était une des raisons pour lesquelles on était particulièrement enthousiaste pour maintenir cette conférence. C'est qu'on avait prévu de recevoir Joël au printemps dernier et que la conférence avait dû être annulée du fait du Covid. Donc je le remercie particulièrement d'avoir accepté l'invitation, de se plier à cet exercice un peu contraint et à ce setup particulier. Joël Glassman est historien, il est africaniste et il travaille au sein de l'université de Bayreuth en Allemagne qui héberge un des plus grands centres d'Europe en études africaines. Alors avec Joël, on ne s'est jamais rencontré physiquement, par contre on s'est rencontré intellectuellement, on peut dire, à l'occasion de la lecture d'un certain nombre de ses articles, de ses papiers, puis de son livre. Certains de ces articles donc se retrouvant dans ce livre. Ce livre, je vous le présente ici, il s'appelle « Humanitarianism and the Quantification of Human Needs ». Alors parmi les articles qui nous ont frappés, il y en avait un particulier sur l'origine du MUAC, on en reparlera ce soir, et puis plus récemment un article consacré à l'impartialité, publié conjointement sur notre site et sur le site du journal Alternative Humanitaire. Donc je vous invite, sitôt la conférence terminée, à aller visiter l'un de ces deux sites pour lire l'article dans son intégralité. En fait, plus généralement, ce qu'on voit, c'est que le travail de Joël Glassman rejoint les interrogations du Crash sur la place et la construction des normes et des chiffres qui orientent de plus en plus à l'action humanitaire, ainsi que plus généralement ce qui fait preuve, evidence-based, comme on dit dans le milieu. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est à une telle réflexion que nous nous livrions dans Secourir sans périr, le livre sur la sécurité humanitaire que nous avions publié en 2016 et dans lequel on interrogeait les statistiques de l'insécurité alimentaire, humanitaire, à la fois la construction de ces statistiques et puis leur usage. Et puis plus récemment, à l'occasion du travail qu'on a mené sur l'opération de MSF dans le Borno, au Nigeria, on constatait les limites des seuils de mortalité qui semble encore aujourd'hui guider largement l'action de l'organisation. Donc là, on rejoignait aussi Joël dans son interrogation sur la notion de besoin et de la manière de les mesurer. Donc ces questions de les mesures, évidemment, elles sont à l'intersection de nos préoccupations à Joël et à nous. Et dans ce contexte, il nous est évidemment apparu très utile d'entamer un dialogue. Le livre faisant de l'interrogation sur la généalogie des normes et sur les négociations qui en sont à l'origine le fruit de sa réflexion. Donc c'est à ce petit voyage qu'on vous invite ce soir. Merci encore à Joël de se prêter au jeu. Moi, je vais m'arrêter là. On va faire, en l'occurrence comme d'habitude, on va consacrer une première partie de cette conférence à la présentation par Joël de son travail. Et puis j'inviterai ensuite la salle virtuelle à engager une séance de questions-réponses avec lui autour d'un certain nombre des thèmes qu'on abordera. Voilà, donc Joël, je vais te passer la parole avec une première question. Je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours et de pourquoi, de la raison, de comment aussi on passe de l'histoire de l'Afrique à l'analyse de la quantophrénie humanitaire. Je voulais aussi que tu dises un mot de ta méthode, puisque tu navigues entre l'approche ethnographique, on le voit dans le livre, avec une approche plus traditionnellement historienne, basée sur l'analyse des archives. Voilà. Écoute, je te passe la parole. Merci beaucoup. Dans les archives que ça se passe, j'ai été un peu confronté à l'ethnographie et à l'anthropologie sur ce sujet, parce que c'est un sujet sur lequel c'est surtout des anthropologues et des ethnologues qui ont travaillé depuis plusieurs années.
Et je n'avais pas au départ vraiment prévu de travailler sur ce sujet, mais c'est vrai que quand on enseigne l'histoire de l'Afrique et quand on fait des recherches sur l'histoire de l'Afrique, on est souvent confronté aux chiffres finalement produits par les organisations humanitaires, que ce soit le HCR, que ce soit OCHA, etc. Donc, d'où l'intérêt qui est né un peu par hasard finalement pour ça. Alors, je vais essayer de montrer quelques images. Est-ce que tu vois l'écran de... Ouais, on est bon là. Ouais, ok. Donc, le point de départ de ce travail, c'est effectivement la profusion d'indicateurs statistiques, de chiffres, de seuils pour saisir les besoins humanitaires. Les rapports hebdomadaires, mensuels, annuels des organisations humanitaires sont truffés d'indicateurs de besoins qui se présentent sous forme soit de chiffres, soit d'infographies, soit de cartes. Alors, un exemple paradigmatique, c'est le rapport de l'ONU, de OCHA, qui est l'Office de coordination humanitaire, le Global Humanitarian Overview, c'est à ça que ça ressemble. C'est un rapport qui est uniquement constitué de chiffres, d'indicateurs, et au sommet de ce rapport, il y a le nombre de personnes dans le besoin, de people in need. Donc, il y a, comme on voit au milieu, 167,6 millions de personnes dans le besoin aujourd'hui dans le monde. Un indicateur qui est un agrégat du nombre de réfugiés, nombre de déplacés internes, nombre de personnes qui souffrent de malnutrition aiguë, etc. Cette profusion actuelle de chiffres, elle a lieu sur le fond, ce que Mickaël a invoqué, d'un discours sur l'importance du chiffre dans la gouvernance mondiale. L'ONU menant actuellement une politique qu'elle appelle une politique de révolution des données, le data revolution, et le secrétaire général de l'ONU plaide pour une aide humanitaire fondée sur les preuves. Et donc, une aide humanitaire fondée de plus en plus sur l'évaluation des besoins, le suivi statistique des projets, etc. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce discours, c'est que c'est pas seulement un discours technique, c'est aussi un discours moral, philosophique, anthropologique finalement, puisque le calcul statistique ne doit plus seulement permettre de rendre l'aide humanitaire plus efficace, mais elle est aussi censée rendre l'aide humanitaire plus transparente, plus rationnelle et finalement plus juste. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est de plus en plus difficile de s'opposer ou de résister à l'injonction de produire et d'utiliser des chiffres. Celle ou celui qui critique les chiffres de OCHA se voit rapidement suspecté d'immoralité, approuver la manipulation politique des chiffres, etc. Tout le travail de recherche de ce livre consiste à essayer de dissocier la question technique d'une part de la question morale d'autre part, c'est-à-dire de voir à quelles occasions finalement les acteurs humanitaires, les ONG, les experts ont noué ensemble ces deux questions, la question du chiffre d'une part, la question donc technique, et de l'autre côté la question morale. Alors, quand on s'intéresse à cette question, quand on se demande pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de chiffres dans l'humanitaire, on est confronté très rapidement à deux types d'hypothèses. La première hypothèse, c'est de dire, disons, c'est la bureaucratisation de l'aide humanitaire qui produit de plus en plus de statistiques. Finalement, et c'est quelque chose que l'on trouve quand on lit des gens comme Michael Barnett sur son histoire de l'aide humanitaire. Ce que nous explique Barnett, c'est que depuis 50 ans, l'aide humanitaire n'a pas cessé de se professionnaliser. On a une augmentation du nombre de personnel, de budget, etc. Donc, assez naturellement, on a une production de savoir spécifique, une rationalisation de l'organisation et donc une scientification du savoir et un usage de plus en plus évolué du chiffre. Alors, il y a bien sûr beaucoup de vrai dans cette interprétation, puisqu'on a maintenant des budgets humanitaires qui ont une certaine régularité. Ça permet d'anticiper un peu, on a un accroissement des savoirs techniques, c'est incontestable, et un renforcement des liens avec les universités, les laboratoires, une multiplication des publications scientifiques, etc. Le problème de cette lecture, c'est qu'elle est très optimiste et qu'elle ne rend pas bien compte des effets un peu pervers de la quantification, du coût de la quantification, et puis aussi du fait qu'un certain nombre de chiffres de l'humanitaire sont de qualité assez médiocre.
Ils sont le fruit d'approximations, d'estimations, de séries de proxys. Il y a des zones auxquelles on n'a pas accès, etc. Donc, finalement, des chiffres qui sont parfois de mauvaise qualité, ce dont rend mal compte cette première hypothèse. La seconde hypothèse que l'on trouve dans la littérature, c'est une lecture, disons, de type foucaldienne, qui serait de dire que il y a de plus en plus de chiffres parce que on se trouve de plus en plus dans une gouvernance néolibérale du monde, avec une mise en compétition des acteurs. Effectivement, cette lecture, donc, que l'on peut trouver chez des gens comme Béatrice Hibou, Michel Agier, Didier Fassin, il y a toute une littérature sur cette critique de la gouvernementalité néolibérale qui montre que ces chiffres ne sont pas neutres, mais qu'ils correspondent à une tentative de contrôle de la sphère humanitaire par la sphère économique. Donc on a affaire à une sorte de dénaturation de l'aide humanitaire selon des logiques de plus en plus marchandes. En effet, et c'est très clair quand on lit Béatrice Hibou, l'humanitaire a apporté de nombreuses techniques de gouvernement issues du monde de l'entreprise, le benchmarking, l'évaluation, la notation de projets, l'individualisation des besoins, etc. Donc on se voit confronté à une mise en compétition, non seulement des ONG pour les fonds, des bailleurs de fonds, mais aussi des territoires et des populations entre elles. Alors cette lecture est tout à fait pertinente, bien sûr, mais à mon sens, elle ne permet pas de voir les contradictions internes aux organisations humanitaires. Elle ne permet pas de voir les marges de manœuvre, finalement, qu'ont les ONG et à l'intérieur des ONG, les différents groupes de métiers. Et elle ne permet pas de faire le partage entre bons et mauvais outils statistiques. Donc elle considère finalement l'humanitaire comme un tout et elle peine à rendre compte des tensions qui traversent ce champ. Or, ce dont on se rend très vite compte quand on lit et on discute avec les personnes qui produisent les chiffres, donc les nutritionnistes, les épidémiologues, les spécialistes du HCR qui comptent les réfugiés, les chefs de projet sur le terrain qui fournissent des informations à OCHA pour le need assessment, c'est que ces personnes ne cachent pas les difficultés auxquelles elles sont confrontées, qu'elles partagent volontiers leurs doutes, leurs propres critiques sur les chiffres, et de façon assez largement ouverte. Donc, par rapport à cette deuxième lecture, on manque d'une attention ainsi pour le travail des acteurs. La lecture que je propose, c'est donc une troisième lecture, si on veut, c'est regarder la façon dont les acteurs humanitaires eux-mêmes attribuent des valeurs morales aux chiffres, c'est-à-dire regarder la façon dont les acteurs internes du champ humanitaire ont noué ensemble des chiffres et des valeurs morales ou philosophiques. Je vais revenir sur trois exemples, trois de ces valeurs, l'impartialité, l'universalité et le consensus. Avant de passer aux exemples, je voudrais bien sûr rappeler un principe des sciences sociales qui est de dire, et c'est d'un travail de sciences sociales qu'il s'agit, qui est de dire, d'essayer d'éviter les jugements de valeur. Donc je vais citer dans mes exemples des noms propres, des noms d'ONG, des noms de travailleurs humanitaires, mais il ne s'agit en aucun cas de porter des jugements ou de prendre position pour telle ou telle ONG ou telle organisation. Ces noms propres sont cités seulement en ce qui sont l'exemple de processus sociaux qui sont plus larges. Alors, la première valeur qui m'intéresse, c'est l'impartialité, parce que c'est une valeur qui est assez centrale. C'est de tous les principes humanitaires, donc l'humanité, égalité, neutralité, indépendance, etc., le principe qui est sans doute le moins contesté, qui est accepté par à peu près toutes les grandes ONG et les grandes organisations humanitaires, et y compris d'ailleurs par les États lorsqu'ils s'occupent d'aide humanitaire. Alors l'impartialité est définie dans le code de conduite de la Croix-Rouge et des organisations humanitaires de 1994, et elle est définie de deux façons différentes. La première façon, c'est de dire l'impartialité, c'est l'absence de discrimination. Alors, la première phrase, c'est l'aide humanitaire est apportée sans aucune considération de race, de croyance ou de nationalité et sans discrimination d'aucune sorte. Ça, c'est une clause négative, une clause d'égalité. L'aide humanitaire ne doit pas faire de différence. La deuxième clause, c'est
les priorités en matière d'assistance sont déterminées en fonction des seuls besoins. C'est une clause de proportionnalité. Alors dans la version anglaise, c'est encore plus clair, puisque elle dit que les secours doivent être calculated on the basis of need alone. Donc on a bien ici cette idée de calcul, de répartition mathématique. Alors tandis que la première proposition n'implique aucune, la deuxième proposition elle, implique un calcul. Le principe d'impartialité fait donc de la quantification des besoins une nécessité morale et quasi juridique. C'est un principe qui est très volontiers cité par Rocha notamment. Ce qui est moins connu, et ce qui m'a intéressé, c'est que ce principe de proportionnalité a été inventé en fait dans un cadre très précis et pour répondre à un problème concret que se posait le Comité international de la Croix-Rouge après la Seconde Guerre mondiale. C'est Jean Pictet, un juriste qui travaillait pour la Croix-Rouge, qui faisait une thèse sur la doctrine de la Croix-Rouge dans les années 50, qui a inventé la proportionnalité de l'aide, un principe qu'il nomme aussi un principe d'inégalité quantitative. Jean Pictet écrit « L'aide disponible sera répartie d'après l'importance relative des besoins individuels et suivant l'ordre d'urgence. » Ce que fait Jean Pictet, c'est qu'il introduit dans le droit humanitaire une technique, le triage, qui était à l'origine une technique de la médecine militaire. Pour Jean Pictet, la charité passe par la science et le calcul. Il invente un lien entre la quantification et l'impartialité. Il transforme donc un vieux principe, qui était un principe du 19e siècle, le principe d'Henri Dunant et de la Croix-Rouge des débuts, qui était de dire que les souffrances étaient subjectives, visibles, évidentes, incommensurables, à une aide humanitaire du XXe siècle dans laquelle les souffrances sont appelées des besoins et ils sont en partie cachés, inconnus. Ils sont devenus objets de connaissances scientifiques, de comparaison et de calcul. Au moment où Pictet propose cette définition, dans les années 50, elle est loin de faire l'unanimité, puisque elle est utilisée par le CICR pour répondre aux critiques et pour justifier une position de supériorité morale par rapport à toutes les autres organisations. Dans les années 50, le CICR est critiqué à la fois par les sociétés nationales de la Croix-Rouge, mais aussi par d'autres organisations et par les États, pour son rôle ambigu pendant la Seconde Guerre mondiale envers le nazisme et le fascisme, et puis dans les années 50, envers le communisme pour les uns, et tandis que les autres, les pays communistes, notamment la RDA, l'Union soviétique, etc., reprochent au CICR de ne pas dénoncer la colonisation et le colonialisme. Le principe de proportionnalité va donner une arme au CICR pour justifier de son autorité morale. Alors Pictet explique que l'impartialité réclame une observation, une profonde connaissance des misères du monde. Il faudrait être omniscient, dit-il, pour pouvoir appliquer le principe d'impartialité qui est devenu proportionnalité dans toute sa rigueur. Or, il explique aussi que toutes les autres organisations privilégient leur propre communauté. Les organisations religieuses privilégient leurs co-religionnaires, les organisations nationales privilégient les personnes de la même nationalité. Seul le CICR, explique-t-il, est vraiment capable de fournir une aide mesurée seulement à l'ampleur de la détresse. Donc on voit avec Pictet que le principe d'impartialité a été transformé en principe de répartition mathématique dans un contexte assez précis. Le deuxième principe, la deuxième valeur sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question de l'universalité. L'universalité des besoins, car une des valeurs morales qui est très souvent prêtée aux chiffres, c'est de permettre une vision universaliste de l'aide. C'est une idée qui remonte en fait aux années 60-70. Jusqu'aux années 50, le monde est divisé en empires coloniaux. La France est un empire. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, presque un tiers de la population mondiale vit dans une colonie. Et le principe de la colonisation, c'est justement la séparation des populations en deux catégories, d'un côté les Européens et de l'autre côté les autres. Le principe du racisme colonial, c'est l'idée d'incommensurabilité des êtres humains. Il n'y a pas lieu, selon le racisme colonial, de comparer les besoins des uns et des autres. Or, le premier XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, c'est le moment où la statistique sociale et sanitaire se développe très rapidement en Europe et aux États-Unis. On commence à produire des statistiques sur la consommation des ouvriers, sur les besoins caloriques, les épidémies, les réfugiés, etc.
Mais tout cet appareil statistique évite soigneusement les colonies. Les services administratifs coloniaux produisent en fait très peu de chiffres. Jusque dans les années 40, les services administratifs coloniaux sont incapables de fournir la moindre statistique sur le niveau de vie des populations africaines, sur la pauvreté, sur l'alimentation dans les pays africains. Je renvoie ici à l'excellent livre de Vincent Bonnecase sur cette question. C'est donc la situation dont on hérite dans les années 60, au moment où les États africains et les agences onusiennes essayent de mettre en place un appareil statistique pour comprendre la démographie, la consommation des ménages, la pauvreté, les besoins dans les pays nouvellement décolonisés. On multiplie donc les missions d'enquête sur le terrain sur le besoin des populations. Alors on va prendre l'exemple du périmètre brachial, donc du MUAC, le Mid-Upper Arm Circumference, qui est donc cet indicateur très utilisé de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans, un bandeau de plastique qui est entouré autour du bras de l'enfant avec un code couleur qui indique le niveau de nutrition, vert pour un enfant normal, jaune pour un enfant qui souffre de malnutrition aiguë et rouge pour un enfant qui souffre de malnutrition aiguë sévère. C'est un indicateur qui est utilisé par de nombreuses organisations et parce qu'il est très rapide, efficace et surtout universel. On peut utiliser partout le même standard unique pour tous les enfants âgés de 1 à 5 ans, garçons ou filles, 11,5 cm pour définir la malnutrition aiguë sévère, moins de 12,5 cm pour la malnutrition aiguë modérée. Cette technique remonte aux années 60. Dans les années 60, les docteurs tropicaux, notamment un certain Derek Jelliff, qui est un médecin tropical britannique, essayent de comparer la malnutrition dans différents pays de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. Mais le problème de la malnutrition, c'est qu'elle conduit à des symptômes très différents selon les sociétés et selon les individus. Les patients ont des manières très différentes de réagir, au fond, au manque de nourriture. Ça crée des pathologies différentes. De nombreux facteurs peuvent faire varier cette pathologie. Derek Jelliff évoque la génétique, l'âge, l'activité de la personne, l'environnement, le climat, l'hygiène, l'exposition aux infections, aux parasites, etc. Ce que ces médecins tropicaux essayent de faire, c'est d'identifier des symptômes qui seraient partout les mêmes pour pouvoir comparer la malnutrition dans différentes parties du monde. En particulier en Amérique latine et en Afrique, c'est les continents qui intéressent le docteur Jelliff. Alors, on peut comparer des symptômes cliniques, la perte des cheveux, la dépigmentation de la peau, etc. On peut comparer des signes biochimiques, par exemple les tests sanguins, et on peut comparer des indicateurs anthropométriques. Alors, on prend tous les indicateurs anthropométriques à l'époque, le poids, la taille, le périmètre de la tête, le périmètre de la poitrine, etc. Mais ces indicateurs sont assez longs, fastidieux et coûteux. Le diagnostic clinique, par exemple, réclame d'être formé. Il faut un personnel médical qui soit formé à reconnaître la malnutrition. Pendant la guerre du Biafra, au Nigeria, donc, le Comité international de la Croix-Rouge s'empare de la technique du périmètre brachial et l'utilise comme le critère unique de définition de la malnutrition aiguë sévère. Ça provoque une réaction très critique de nombreux médecins tropicaux qui expliquent qu'on ne peut pas utiliser, comme le fait la Croix-Rouge, les mêmes seuils pour comparer les enfants de tous les pays possibles. À l'époque, on utilisait un standard polonais. Le seuil que l'on utilisait pour définir la malnutrition aiguë était calculé par rapport à la moyenne du périmètre brachial des enfants des écoles de Varsovie sur laquelle on disposait d'informations, de chiffres. La définition de la malnutrition, c'était qu'un enfant était sévèrement malnutri si son périmètre brachial atteignait moins de 80% de la moyenne des enfants polonais en bonne santé. C'est un standard polonais qui resta en vigueur jusque dans les années 80. Or, de nombreux médecins expliquent à l'époque que utiliser un tel standard universel, c'est ne pas voir les variétés locales de population liées à de très nombreux facteurs. Et ils plaidaient ainsi pour des facteurs différents, des standards différents selon les pays, des seuils régionaux, ethniques ou raciaux, comme ils disaient à l'époque. Bien sûr, une telle solution, la référence à des seuils raciaux différents pour chaque région du monde et pour chaque pays, était parfaitement inacceptable pour l'Organisation mondiale de la santé à la sortie de l'époque coloniale.
on ne pouvait différencier la définition de la malnutrition en fonction de la race. On garda ainsi un standard universel, mais toujours avec une oscillation entre un essai de garder un standard universel, mais quand même, finalement, des adaptations locales. Alors, si on regarde comment on a défini la malnutrition aiguë sévère depuis les années 70, on se rend compte que le seuil du périmètre brachial a beaucoup évolué selon les contextes. Ça va un peu en zigzag. Et donc, au Biafra, en 1969, quand on était un petit garçon de l'âge de 2 ans, il fallait un périmètre brachial de moins de 13 cm pour être désigné comme souffrant de malnutrition aiguë sévère. Et au Cameroun, en 2015, un périmètre brachial de 11,5 cm. Donc, de 13 cm à 11,5, il y a une variation importante des seuils. Donc, cette question d'universalité est pas du tout résolue. Troisième valeur morale que je voudrais apporter rapidement, c'est celle du consensus. Le consensus, c'est une des valeurs qu'on retrouve le plus souvent quand on s'intéresse aux chiffres. Un des buts affichés des statistiques humanitaires, c'est de produire du consensus, de produire la paix parmi les organisations humanitaires. Le projet Sphère est un bon exemple de la place qu'a pris le consensus dans le discours des chiffres. Je prends le projet Sphère. C'est un manuel, ça c'est la version de l'an 2000, qui se présente sous une double forme. D'un côté, l'énonciation de grands principes de l'humanitaire, une charte humanitaire, de l'autre, une série de standards techniques avec des indicateurs chiffrés qui permettent de vérifier que les services rendus aux victimes de catastrophes atteignent un minimum acceptable. Donc, par exemple, il faut pouvoir être en mesure de fournir au moins 15 litres d'eau par personne et par jour, 2100 kilocalories de nourriture par personne et par jour, dont 12% de protéines, 17% de graisse, 250 grammes de savon par mois, etc., etc. Alors, je prends l'exemple de Sphère, simplement parce que c'est un des plus connus, mais on pourrait prendre d'autres exemples, les manuels de standardisation de l'UNICEF, du HCR, de OCHA, etc., qui ressemblent un peu. L'idée du consensus est toujours centrale. L'idée de Sphère, au départ, c'était de dire on va faire des normes ISO pour l'humanitaire. L'idée de Nicolas Stockton, qui travaillait alors à Oxfam, et de Peter Walker, qui travaillait à la Fédération internationale de la Croix-Rouge, c'était d'améliorer la qualité de l'aide en proposant des standards chiffrés avec des seuils minimums à atteindre pour offrir une aide de qualité. Une sorte de garantie que l'on faisait à la fois envers les bailleurs de fonds et envers les récipiendaires de l'aide, en disant si une ONG n'atteint pas ces seuils, alors elle ne mérite pas les financements internationaux. Dans le récit que Walker et Stockton proposent du projet Sphère, leur idée était la suivante. Premièrement, le projet, donc les managers de Sphère, rassemblent par un travail de compilation, de consultation, l'état des connaissances, c'est-à-dire les meilleurs standards admis par les scientifiques. Dans un deuxième temps, puisqu'on a les meilleurs standards, c'était l'idée, alors ils proposent aux ONG de signer un papier selon lequel ces ONG s'engagent à respecter ces standards. Au tout début, Walker et Stockton prévoient même que ces standards soient adoptés par les bailleurs de fonds et les États membres de l'ONU et par l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, elles aient un statut juridique clair. Alors, au niveau du récit, si on regarde le récit du projet, c'était la science donne des chiffres, et puisque les chiffres sont les meilleurs possibles, eh bien, tout le monde peut se mettre d'accord. C'est la connaissance scientifique qui doit permettre le consensus. Alors, si on regarde de près la façon dont s'est déroulé le projet, on n'a pas du tout cette impression. On n'a pas de séparation idéalisée entre la science d'un côté et les ONG de l'autre. Ce que l'on a quand on regarde les archives du projet et les emails et les correspondances entre les managers de Sphère et tous les experts, donc il y a plus de 650 experts de différentes organisations qui sont consultés, eh bien, ce n'est pas du tout un aller simple entre les scientifiques et les ONG. On a plutôt quelque chose qui ressemble à ça, donc des scientifiques qui proposent, qui critiquent, qui débattent, mais aussi des ONG qui proposent, qui critiquent et débattent, et donc on a un aller-retour de correspondance avec des propositions, des contre-propositions et des arguments. Par exemple, sur la question de la ration alimentaire calorique minimale requise, on va avoir un expert qui va proposer 1900 kilocalories par personne et par jour, en moyenne, c'est pour une population qui vit dans un camp de réfugiés.
puis un autre propose 2300 kilocalories, puis un autre 2070, le CICR propose 2400 kilocalories, et puis à la fin, on a une version qui est fixée, un seuil qui est fixé à 2100 kilocalories. Ce qui est intéressant dans cette correspondance, c'est que les arguments scientifiques ne sont jamais séparés des arguments politiques, religieux, culturels, c'est-à-dire des arguments qui se préoccupent des rapports de force qu'il y a entre les ONG, en disant si on prend tel seuil, eh bien on va se mettre à dos telle organisation, alors que si on prend tel seuil, ça va pas être réaliste, les bailleurs de fonds vont pas être d'accord, etc. Alors est-ce que ces standards sont scientifiques ? Ils le sont dans la mesure où tous ces experts justifient très fréquemment leur position en faisant référence à des débats scientifiques, à des journaux scientifiques, à des personnalités scientifiques. Mais ils ne sont jamais, bien sûr, seulement scientifiques. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils sont arbitraires. Mais dans leurs décisions, les experts invoquent à la fois la raison et la force, les arguments scientifiques et les arguments politiques. Je résume. On assiste donc à une profusion de chiffres dans l'humanitaire, à une injonction permanente à produire du chiffre, à se soumettre aux chiffres, à ne s'opposer aux chiffres qu'en produisant d'autres chiffres. Et cette profusion de chiffres est certainement le résultat d'une bureaucratisation, d'une rationalisation de l'aide. Les chiffres remplissent en effet une fonction, une nécessité fonctionnelle au moment de prendre des décisions à grande échelle. Cette profusion de chiffres est aussi le résultat d'une gouvernementalité néolibérale, une tentative notamment par les bailleurs de fonds, de contrôler l'aide humanitaire, de contrôler les ONG en utilisant des techniques de quantification. Mais notre confiance excessive envers les chiffres vient aussi peut-être de l'intérieur du champ humanitaire. Elle est aussi le fruit du travail idéologique fourni par les organisations humanitaires elles-mêmes, qui confèrent aux chiffres finalement une valeur morale. En clair, nous pensons que nous aimons les chiffres parce qu'ils sont un instrument efficace, mais ce n'est pas uniquement le cas. Nous les aimons, nous aimons les chiffres parce que ce sont un instrument moral. Ils nous rassurent. Je m'arrête là pour l'instant pour pouvoir entamer la discussion. En fait, j'avais une première question en rapport avec ton dernier exposé sur Sphère. Tu es parti, je crois, de la première version. Il y en a eu plusieurs successives. Je voulais savoir si tu avais une idée de la manière avec laquelle s'étaient formées ces versions successives et à quel type d'autres négociations on avait assisté pour aboutir finalement à d'autres standards. Et comment est-ce que ces standards, ces normes avaient évolué et sous la pression de quelle dynamique finalement ? Effectivement, la période qui m'a intéressé sur Sphère, c'était la première période, donc le premier manuel qui est créé entre 1996, donc un peu au lendemain de la crise du Rwanda, à 2000, avec une période très intense de discussion en 1997-1998. Et ce qui est très frappant, c'est la capacité des managers de Sphère à la fois de répondre aux critiques et d'adapter leur projet en fonction des critiques, et d'infléchir le projet Sphère finalement, qui était très ambitieux au départ avec une volonté d'en faire un document quasi juridique avec une adoption par l'Assemblée générale de l'ONU, etc. Donc c'était très ambitieux. Et puis finalement de réduire le projet petit à petit et d'en faire finalement autre chose, notamment à cause des critiques. Michael, je sais. Je suis là. Ouais, je te vois plus là. Ok. D'accord. Je suis là. Okay. On est là. Et donc l'idée de Sphère, enfin ce sur quoi les managers de Sphère ont été très performants, c'était de s'adapter aux critiques. Alors soit de les ignorer en partie, soit de les discréditer, soit de les intégrer. Et notamment la fameuse French Letter, qui était une lettre écrite en septembre-octobre 1998, donc par MSF, par Médecins du Monde, par François Grunewald, etc., pour critiquer le projet Sphère, et qui a amené à infléchir considérablement le projet, à en faire finalement
une série de propositions bien moins contraignantes qu'au départ, et notamment de virer du manuel tout un chapitre sur des standards d'organisation, etc., qui avaient été très critiqués et qui ont été complètement exclus de ce manuel. Donc effectivement, il y a eu tout un enjeu de négociation en la fois en amont et puis ensuite en aval après chaque nouvelle édition du manuel. Bon, Bertrand Tête. Bonjour Bertrand. Au conseil scientifique du Crash, et puis prof à Manchester. Salut Joël. Je voulais juste que tu reviennes un peu sur la dimension non seulement morale, mais politique des chiffres. Et notamment parce que dans la mesure où, si on parle du projet Sphère, on est vraiment dans une sorte de contre-campagne à la suite des errements, des critiques qui ont été faites vis-à-vis des humanitaires à Goma. Donc, il y a tout un espace politique et notamment il me semble que dans le discours de quelqu'un comme Peter Walker, il y a une sorte de sacralisation des chiffres qui lui permettrait de sortir du politique et de rentrer dans le domaine de l'expertise pure, son modèle favori étant celui de l'industrie aéronautique et de l'analyse des échecs. Et pour lui, la seule façon d'analyser les échecs, c'est une analyse chiffrée. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose. J'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus, parce que c'est dans le livre, évidemment, et tu en as parlé, tu as fait allusion, mais je pense que ça amène à enrichir peut-être notre réflexion sur le côté hubristique, enfin, je sais pas si on dit en français, l'hubris des chiffres. Voilà. Et merci, en tout cas. Merci, vas-y, Joël. Ouais, merci. Bien sûr, la question politique et la façon du refus du politique, en fait, et du refus du conflit, mais aussi peut-être du refus de la délibération, du refus du débat, est très importante. Et bon, dans Sphère, mais pas seulement dans Sphère. C'est-à-dire que la question, c'est bien sûr chez Stockton et Walker, c'est assez clair dès le début. Il y a une admiration pour les normes techniques, pour l'ISO, etc. Et une idée que, bien sûr, ça va nous protéger, finalement, ça va protéger les ONG des interventions politiques à un moment, bien sûr, après le Rwanda, où il y a aussi une tentative, une forte pression aussi des bailleurs de fonds pour dire aux ONG, en gros, soit vous mettez de l'ordre dans vos affaires, soit c'est nous qui remettons de l'ordre là-dedans. Et il y a une croyance, effectivement, dans le fait que les chiffres vont permettre de protéger les ONG. Et puis aussi, bon, il y a aussi un programme interne qui est de mettre de l'ordre à l'intérieur du champ humanitaire, notamment autour de certains grands, Oxfam, CARE, etc. Et peut-être aussi de montrer aussi aux petits qui n'ont pas forcément les capacités pour produire ces chiffres où se trouve le leadership. Mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement dans Sphère. Je pense qu'il y a de façon générale un espoir que l'expertise va pouvoir nous faire échapper à ce politique qui revient de partout, quoi qu'on essaye de le faire. Et cette hantise de la délibération et du conflit, j'ai envie de dire, on retrouve ça aussi, par exemple, chez OCHA, pour ceux qui connaissent l'instrument de comparaison des besoins humanitaires, le Need Assessment Overview, avec un instrument qui est un algorithme, qui est un software, qui est un programme informatique, qui permet de mettre ensemble toute une série de données statistiques, et le manuel, le guideline, le manuel qui explique comment on sert du software, explique comment est fait l'algorithme. À la fin, il fait une moyenne, c'est-à-dire comment on compare finalement l'importance entre un nombre de réfugiés, un nombre de déplacés, un nombre d'enfants malnutris, etc. Comment on va comparer les différents domaines. Eh bien, le guideline du programme informatique explique il faut faire une moyenne arithmétique, on met tout sur le même plan parce que sinon, on va avoir un problème avec des organisations, le HCR, l'UNICEF, qui sont derrière ces chiffres, qui vont ne faire que de se disputer. Donc, on met tout le monde d'accord en faisant une moyenne, en décidant arbitrairement
que tout le monde fait un travail de même importance. Donc voilà, je pense qu'il y a une question d'obsession du consensus finalement qui est assez importante dans la valorisation des chiffres. Je vais passer la parole à Eric Sangar. Alors on s'est là aussi rencontré à distance il n'y a pas très longtemps avec Eric. Je vais lui proposer évidemment de poser sa question et de réagir, mais également peut-être de présenter très rapidement le projet qui nous a mis ensemble tout récemment. Et ensuite, la prochaine dans la file, c'est Claire Potin. Voilà. Oui, bonsoir. Je m'appelle Eric Sangar, je suis chercheur enseignant à Sciences Po Lille et donc membre du projet DataWork qui est financé par l'ANR et qui implique aussi des chercheurs de Sciences Po Paris et de l'École Polytechnique. Et effectivement, on a eu la chance de pouvoir discuter avec Michael et Fabrice Weissman et aussi des membres du CICR et du Handicap International récemment parce que effectivement, notre projet s'intéresse aux usages des données quantitatives, alors plus précisément sur les conflits, donc pas seulement sur les urgences humanitaires, mais surtout sur les conflits armés, et comment ces données qui sont parfois produites par des chercheurs, mais aussi produites par les organisations elles-mêmes, influencent l'interprétation des conflits. Voilà, et donc on ne s'intéresse pas seulement aux acteurs humanitaires, mais aussi aux institutions militaires et aux médias. Et donc, du coup, j'ai pu découvrir le travail de Joël Gassman et je vous remercie vraiment pour cette présentation vraiment fascinante. Et j'aurais juste une question donc, qui est en lien avec notre projet. Ce serait... dans l'analyse des conflits armés, il y a maintenant de plus en plus des tentatives de prédire les conflits, de toute une littérature sur le forecasting, sur le early warning systems. Et donc, je me disais, est-ce que il y a des tentatives, des tendances similaires dans le domaine humanitaire? Est-ce que là aussi, il y a peut-être des travaux ou des acteurs qui essayent de prédire l'émergence d'urgence ou des situations d'urgence et donc prédire aussi quand il faut réagir avant même peut-être que le pire arrive. Et si ça existe, la grande question c'est quels sont un peu les modèles, les hypothèses causales qui sont proposées. Est-ce que on a des théories sur comment les situations d'urgence émergent, de quels facteurs elles dépendent, ou est-ce que on reste plutôt sur un peu des statistiques descriptives qui n'essayent pas vraiment d'identifier des liens causaux. Merci. Vas-y, Joël. Merci. Merci pour cette question. La réponse honnête, c'est je sais pas. Je pense aux travaux de François Antenne très intéressants sur les systèmes de early warning, notamment en Éthiopie, et la façon sur le IPC, et la façon dont, notamment dans le domaine de la nutrition, des famines, l'idée qu'on va pouvoir anticiper les famines et en tout cas les indiquer très très tôt, qui sont assez intéressantes, et notamment pour l'Éthiopie avec notamment en 2016 des chiffres qui ont été critiqués parce qu'ils ont été les chiffres qui sont mis dans l'algorithme ne peuvent pas forcément être vérifiés après sur place. Mais peut-être que là-dessus, Mickaël, tu as des idées. Pour rebondir en tout cas sur cette question des indicateurs d'alerte en matière de nutrition et de famine, je pense que les artisans eux-mêmes de IPC et du FUSE reconnaissent aujourd'hui les limites des modèles, en particulier dans les pays en conflit. On a, nous, travaillé un petit peu sur le Yémen, notamment l'année dernière, suite à des alertes à la famine répétées, là aussi à coup de chiffres de population, à coup de chiffres très globaux de population
à risque de famine ou victimes de malnutrition, sur la base de règles de 3 assez fantaisistes parfois, pour rentrer un petit peu dans la construction des indicateurs et s'apercevoir que l'accès des agents de collecte était tellement limité que la réalité qu'il rapportait était très très discutable. Néanmoins, elle servait bien de discours, là aussi, qui valait consensus afin de mobiliser les secours. Donc, c'est un complément à Joël et plus qu'une réponse à Eric, parce que, en l'occurrence, ces outils prédictifs, ces dernières années, sur les zones dans lesquelles on en a eu besoin, je dirais, ont montré leurs limites. Et je renverrai notamment aux travaux, aux réflexions de Dan Maxwell, qui est l'un des créateurs de ces dispositifs et qui lui-même se montre, je dirais, critique, honnête de la capacité de ces outils à répondre aujourd'hui aux besoins des acteurs de l'aide. Voilà. Juste pour reprendre le point sur le IPC, un des objectifs affichés du IPC dans les toutes premières lignes, c'est créer le consensus. C'est vraiment ça. Je vais passer la parole à Claire Potin. Claire, je vais te demander aussi de te présenter, et puis ensuite j'enchaînerai avec des questions qui nous sont arrivées par chat sur Vimeo. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette opportunité. Alors je m'excuse Joël parce que j'ai pas lu votre livre, je suis désolée. Mais j'ai bien aimé la présentation, l'introduction, les hypothèses sur lesquelles vous êtes basé, introduit. Et je m'attendais à une troisième hypothèse, mais alors peut-être que ma question, la réponse à ma question, elle se trouve dans votre bouquin, vous allez me le dire justement. C'est aussi, donc j'ai compris l'histoire de la bureaucratisation, la professionnalisation aussi de l'humanitaire qui pousse à avoir des chiffres, puis le côté quantitatif qui est très poussé, des fois un peu trop par rapport au qualitatif, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Vous êtes issu des sciences sociales, vous le saviez mieux que moi. Mais c'était aussi ce poids de la, publication, recherche opérationnelle, choses comme ça, qui vont pousser, vu qu'on a des terrains de prédilection un peu partout. Et donc, je me dis, comme on a un acteur présent, on a aussi de la matière à avoir des données probantes. Alors, je sais que le quantitatif ne fait pas tout, mais justement, est-ce que vous l'abordez justement ce côté-là dans votre bouquin ? C'est clair, si tu permets, et Joël aussi, avant que tu répondes, je vais prolonger la question un tout petit peu, parce que Joël, tu indiques dans le livre avoir travaillé un petit peu avec MSF Suisse au Cameroun. Il y a une partie de ton livre qui concerne des terrains que tu as effectués dans le cadre des projets d'appui aux réfugiés au Cameroun menés par MSF Suisse. Et donc je prolongerai bien la question de Claire en te demandant si quel regard tu as porté sur la manière avec laquelle, en l'occurrence, MSF produisait elle-même des données et quel regard, je dirais, critique, d'observateur-acteur, elle pouvait avoir sur à la fois les données qu'elle produisait elle-même et les données produites par d'autres. Voilà. Merci. Alors juste... Je comprends travailler avec MSF Suisse. Moi, j'ai pas travaillé avec MSF Suisse. J'ai juste posé des questions à toutes les personnes, les spécialistes sur le terrain qui voulaient me parler, et, entre autres des gens de MSF Suisse. Mais j'ai pas travaillé avec MSF. Alors MSF a joué au Cameroun un rôle un peu particulier, et ça répond un tout petit peu avec à la question de Claire Potin aussi. Peut-être c'est ça a été un peu le donneur d'alerte avec un rapport d'épicentre sur la mortalité à l'est du Cameroun au moment où, en 2014-2015, les réfugiés centrafricains ont commencé à passer la frontière, et on a eu des taux de mortalité à l'est du Cameroun, et c'est épicentre qui a sonné l'alarme, et qui a dit, qui a fait une enquête de mortalité rétrospective assez rapidement, et qui a fait
une estimation qui montrait des seuils bien trop élevés de mortalité infantile. Et du coup, suite à ça, c'était une forte critique de la manière dont le HCR produisait des chiffres. Et le HCR était en période de retrait à l'est du Cameroun et était en train de se replier pour aller ailleurs, notamment en Syrie, etc., dans des régions, dans d'autres régions. Et du coup, ça a mis, MSF était très critique, notamment en se fondant sur des chiffres, sur le retard de quelques mois du HCR à réagir. Donc effectivement, il y a aussi une compétition dans la production des chiffres, dans l'usage des chiffres. En l'occurrence, qui tient aussi au fait que l'État du Cameroun lui-même s'est pas mis dans une position de produire des chiffres. Donc ça, c'est des situations très très différentes selon des métiers, selon les régions. L'Éthiopie ou le Rwanda, par exemple, produisent beaucoup de chiffres. Le Cameroun très peu. Il s'y est mis un petit peu. Mais donc il y a aussi effectivement une critique mutuelle des organisations. Mais une fois l'alerte donnée, Epicentre a été plus en recul une fois que le HCR est venu et a pris en charge finalement aussi la production. Et puis on a eu la mise en place d'enquêtes régulières, les SMART, enfin des enquêtes de plus grosse échelle qui ont été faites par les acteurs habituels, donc l'UNICEF, des grands acteurs onusiens. Ok, merci. Ça va, Claire? Ça ne me dit pas si dans votre bouquin vous abordez ce côté obligation de passer par le quantitatif parce que justement ce besoin de publier ou choses comme ça. Ça c'était plutôt ma question en fait. Ok, j'ai peut-être le besoin de publier, c'est-à-dire dans une. En fait, justement dans les hypothèses, dans vos hypothèses, vous parlez lié à la bureaucratisation. De l'humanitaire, il y a la professionnalisation, le poids aussi des bailleurs qui exigent un peu, c'est une manière de contrôler un petit peu ce qui est fait. Et moi, je peux poser la question justement parce que est-ce qu'on n'est pas plus, est-ce que on tend pas vers une indicatophilie, je sais pas si on peut le dire, mais parce que on veut absolument que les données qu'on récolte nous prouvent que, on veut essayer de prouver quelque chose, quoi. On veut avoir de la matière pour avoir des données probantes, de l'evidence-based, en fait. C'est ma question. Mais je ne sais pas si vous l'abordez dans votre livre. Pas de manière frontale, je l'aborde pas de manière frontale, mais il y a une notion de plaidoyer et de besoin d'avoir des chiffres pour faire valoir des savoirs spécifiques qui est plutôt abordé en biais en fait dans le bouquin, dans les derniers chapitres, mais qui est pas abordé de façon frontale. Il y a une thèse de Brendan Lawson qui est un spécialiste des médias britannique qui vient de soutenir sa thèse à l'université de Bristol, qui travaille sur les chiffres et sur les relations, notamment avec les médias, et la façon dont les ONG produisent des chiffres pour les journalistes et les journalistes utilisent des chiffres, qui est un travail assez intéressant de ce point de vue-là. D'accord, merci. Je vais enchaîner deux questions qui sont arrivées sur le chat. Question de Pierre. Existe-t-il une tension et des différences? Donc c'est une question finalement assez récurrente dans les débats du secteur. Existe-t-il une tension et des différences entre les organisations francophones et celles anglophones sur l'utilisation de ces chiffres? Ces dernières, donc les organisations anglophones, ayant la réputation d'utiliser davantage de chiffres et de statistiques. Et la seconde, de Léa Macias. Bonjour et merci pour cet exposé. Je travaille sur les pratiques de collecte de données dans un camp de réfugiés en Jordanie. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez pu enquêter sur le rôle des employés humanitaires locaux dans ces pratiques de production de données. À toi. Merci. Bon, j'ai pas de réponse définitive à des éléments. Peut-être le schéma anglophone, francophone, je sais pas s'il est pertinent, mais je me méfie un peu de ce genre de schéma. Ce que je vois par exemple dans l'histoire de Sphère, pour prendre cet exemple qu'il a été évoqué, c'est une différence. Finalement, il y a eu, on a beaucoup parlé de la différence, ce clivage entre les anglophones et les francophones. Je pense que, mais Mickaël, tu pourras peut-être en dire quelque chose. Je sais pas. Plus
des logiques de métier, sur quoi les ONG sont spécialisées, et des logiques de niche, quoi, de terrain. Une des raisons pour laquelle MSF et MDM et finalement les ONG françaises se sont opposées à se faire assez tôt, c'est aussi parce que dans les zones dans lesquelles MSF travaillait à l'époque, des zones difficiles d'accès, de conflits, etc., il était vraiment illusoire d'utiliser ces standards, ou en tout cas l'idée c'était de dire, donc c'était plutôt une question de spécialisation, je crois, et de technique, quoi, plutôt que et donc qui engage la façon dont on voit le monde, plutôt qu'un prisme culturel anglophone, francophone. D'ailleurs, par exemple, une organisation comme le CICR était assez rapidement du côté de MSF et de MDM, même s'ils le disaient moins, pour des questions diplomatiques. Mais donc, c'est une opposition qui ne me semble pas forcément nécessairement pertinente. Sur la question des employés locaux dans la création des chiffres, c'est une question tout à fait importante. Au Cameroun, par exemple, dans les enquêtes nutritionnelles que j'ai suivies, pratiquement toutes les personnes qui travaillent dans les enquêtes SMART, les enquêtes nutritionnelles, sont des employés locaux. C'est fait avec les employés locaux camerounais de la santé. Les médecins qui travaillent à MSF sont en partie des expatriés, mais en très grande partie des pédiatres et des médecins tropicaux camerounais. Donc je n'ai pas, là encore, c'est une division qui n'a pas été très importante. C'est pas sous cet angle-là, disons, que je l'ai abordé. Et d'ailleurs, dans les discours que les experts me tenaient, j'avais pas l'impression, en tout cas, mais il faudrait retravailler dessus. Hein, mais j'avais pas eu l'impression qu'il y ait une différence de diagnostic ou de perception de ce côté-là. Il y a plutôt des différences entre des métiers différents selon la branche de la médecine dans laquelle on est, selon le métier. Est-ce qu'on vient de la logistique? Est-ce qu'on vient de la médecine? Est-ce qu'on vient d'ailleurs? Ça, c'était des distinctions pertinentes à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu aux questions. Si, merci. Alors, je sais, on en a parlé avec donc, notre collègue au Crash, Fabrice Wassman, qui est au Malawi en ce moment, et qui avait partagé avec nous des travaux d'anthropologues dédiés à la médiation du personnel national dans la production de chiffres. Donc il existe là-dessus une bibliographie qui est peut-être pas fournie, mais qui est intéressante et qui permet de mesurer le rôle particulier de ces petites mains, finalement, qui sont, comme tu le disais, Joël, en charge, en réalité, de la production des chiffres humanitaires bien au-delà. Et c'est le cas aussi au Yémen, finalement. Quand on parlait tout à l'heure d'IPC ou de ces gens qui sont en charge de récolter de la donnée sur le terrain, on s'aperçoit assez rapidement que on peut difficilement détacher la production de ces chiffres de leur rôle dans la société, de leur fonction politique et sociale au moment où on leur demande de faire ce travail. Et puis, il faudrait dans ce cas-là aussi... il faut aussi ensuite distinguer les métiers, les gens qui travaillent pour le ministère de la Santé, pour les ONG, ou les volontaires, les réfugiés qui sont juste à la tâche. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dire par local, finalement? Parce que, bon, en tout cas, quand on est d'un pays comme le Cameroun, les gens qui font les équipes nutritionnelles, par exemple, ou même les gens qui travaillent pour le HCR et qui comptent les réfugiés, ça va être des Camerounais, mais qui viennent d'une autre région. Donc, il y a des questions de langue, des questions d'insertion sociale à l'endroit où les gens ont été socialisés, etc. Donc, l'idée d'humanitaire local, oui, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est un peu la question que j'avais envie de renvoyer. Oui, non, je pense que ça permet simplement, encore une fois, de dénaturaliser la production de chiffres et de les ramener aux circonstances et au contexte dans lesquels non seulement ces normes et ces standards sont produits dans les sièges, mais aussi finalement à la collecte elle-même de données. D'ailleurs, à ce sujet, je lance un petit appel. On a peut-être des collègues d'Épicentre qui nous écoutent, donc si jamais ils avaient envie de réagir, eh bien, ils seraient les bienvenus. Je vais repasser la parole à Bertrand, et puis ensuite on ira à Haïti, il me semble, parce qu'on a une question qui nous vient d'Haïti. Bertrand, à toi.
Oui, non, juste sur la question quand on revient sur la question des cultures du chiffre, je pense je pense qu'il y a une différence entre les organisations de multimandats qui ont une culture à la fois humanitaire et de développement, avec une emphase dans le développement, et ont aussi une culture politique dans la mesure où les grands donateurs étatiques, surtout à l'époque de Tony Blair, étaient des obsédés du chiffre. Enfin bon, ça il y a une obsession quantitative dans la mesure du succès, la mesure du progrès, dans l'espèce de l'idéologie politique du blairisme du début des années 2000. Et ça, je pense que ça a laissé une trace assez profonde, parce qu'il y a des qu'on s'appelle des passages obligés entre gouvernement et la direction des grandes ONG britanniques, notamment Oxfam, Save the Children, et qui font que les gens font un séjour au cabinet du Premier ministre, et passe à la direction de Save the Children, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a quand même des éléments de culture politique plus larges. Mais je voulais poser une question sur non seulement la récolte des chiffres, mais aussi la possession des chiffres et le partage des données, et donc c'est un peu le grain de sable dans ta machine, Joël, c'est qu'en fait, il y a aussi toute une culture du secret du chiffre. Et je me demandais si tu pouvais en parler un peu plus, dans la mesure où en fait, les humanitaires ne sont pas partageurs. J'ai très envie, là encore, de retourner à la question. C'est une bonne question. Mais pour moi, ce qui m'a, il y a la question du secret du chiffre, de qui c'est quoi, etc. Il y a la question aussi de quels chiffres sont utilisés, quels chiffres sont pas utilisés finalement, quels chiffres font l'objet d'un débat et quels chiffres passent finalement inaperçus. Des fois, on est étonné. Et puis finalement aussi des chiffres qui sont aussi des fois cachés, non pas parce qu'ils sont vraiment secrets, mais parce qu'ils sont dans une masse de chiffres, dans une avalanche de chiffres, et du coup ils passent un peu inaperçus parce que ils sont noyés finalement. Quels sont les chiffres significatifs, quels sont les chiffres qui sont pas importants. Donc il y a une idée de secret, mais il y a aussi en fait ce qui est public n'est pas forcément su et connu. Et c'est vrai qu'il y a un peu un contraste entre une idéologie du partage, de la transparence, et de tout mettre sur Internet, de tout, etc., mais qui n'est pas vraiment forcément pratiqué. Mais je note la différence de culture politique. Je suis pas sûr que notre gouvernement en France soit moins obsédé du chiffre que le Tony Blair des années 90. Oui, mais il donnait beaucoup d'argent. Une différence fondamentale. Donc on va à Haïti. Je vous passe la parole et ensuite on retourne en France pour donner la parole à Ronnie. Tabar. Oui, bonjour. Je suis Jean-Pierre Caposso, actuellement en Haïti, mais je viens de la République démocratique du Congo. J'ai bien suivi avec attention cette présentation qui est très intéressante. Je vais parler un peu concernant les données, la fiabilité des données, parce que on a eu à se retrouver sur le terrain où il y a eu les enquêtes ou l'évaluation sur l'analyse des besoins avec les humanitaires sous OCHA et les humanitaires comme MSF. Et on s'est retrouvé sur le terrain. Par contre, ce que nous avons constaté que les gens qui font les enquêtes sur le terrain, moi personnellement, j'ai constaté qu'il y avait les informations qui manquaient sur la formation des enquêteurs, parce que j'ai eu à rencontrer des enquêteurs qui faisaient les enquêtes en croyant que ces enquêtes vont leur donner le travail. Deuxième chose, les enquêteurs qui faisaient les enquêtes pour les donner aux ONG qui cherchaient une source de financement. Du coup,
les données seront manipulées, les données ne vont pas refléter la réalité du terrain. Alors, je ne sais pas ce que Joël Glassman peut maintenant conseiller en termes de données fiables. Comment peut-on distinguer, ou bien dans l'analyse qu'il a faite, ou bien dans les enquêtes, quel conseil que lui peut avoir avec son expérience pour donner aux organisations, pour commencer à récolter les données qui sont fiables, ou bien les données que beaucoup de gens peuvent faire confiance. C'était ça ma préoccupation. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois que c'est très clair. Joël, je te passe la parole. Peut-être que Ronnie aura un commentaire là-dessus d'ailleurs. Mais... Vas-y Joël d'abord. D'abord, la première réponse, c'est que moi je suis historien et que les historiens sont de très très mauvais conseils pour le futur. J'ai envie de dire ça, j'ai envie de poser des questions et d'essayer de pointer un peu du doigt des problèmes. J'ai aucune solution à apporter. C'est un peu décevant, mais je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Si ce n'est qu'il y a trois pistes en fait dans le bouquin. La première, c'est bien sûr de prendre les métiers prendre les statistiques au sérieux, ce qui veut dire prendre les métiers des statistiques au sérieux et prendre les expertises qui sont derrière au sérieux, et notamment quand ces experts et quand ces statisticiens, qui sont souvent d'ailleurs honnêtes sur les limites de leur modèle et de leurs problèmes, c'est souvent les premiers à pointer du doigt les problèmes des modèles qu'ils produisent, et bien prendre aussi au sérieux les notes méthodologiques qui sont toujours là au départ des enquêtes et puis qui disparaissent peu à peu quand les rapports circulent, les parties méthodologiques deviennent de plus en plus réduites. Donc le premier, c'est prendre les statistiques et du coup les gens qui les produisent au sérieux. La deuxième, c'est prendre aussi peut-être la déconstruction des chiffres au sérieux, les travaux comme ceux de, je sais pas, Alain Desrosières, Bertrand Tête et toutes les critiques des chiffres au sérieux. Et puis, pour se prémunir justement de cet effet d'autorité, de cet effet un peu magique. Et puis, la dernière piste, ça serait de dire, essayer d'ouvrir aussi à d'autres types de preuves, quoi, de ne pas laisser le mot preuve, le mot données, le mot savoir, de ne pas les réduire à une expression statistique. Aujourd'hui, l'humanitaire par les preuves, par les données probantes, on parle uniquement de données statistiques, ce qui est un peu caricatural, puisque les données, ça peut être aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas, bien sûr, des conseils opérationnels, puisque pour ça, je vais laisser ce travail à d'autres. Ronnie, je te passe la parole. Ouais, voilà. Oui. On m'entend là ? Ouais, on t'entend. Oui, moi c'était aussi un peu dans la dernière question qui a été posée que je me situe. D'abord, je voudrais quand même remercier Joël pour cette excellente, cette très intéressante présentation, et lui dire que malheureusement, j'ai pas encore lu son livre, donc c'est une question de béotien. Enfin, c'est des remarques de béotien, en tout cas par rapport au livre que je vais poser. Mais je voudrais faire remarquer d'un point de vue d'acteur et d'observateur que on oublie souvent le contraste entre la netteté des chiffres, parfois donnés avec plusieurs chiffres après la virgule ou à l'unité près, et le flou de leur constitution. Cet écart, il peut être vraiment monumental, et la plupart du temps, on ne définit pas les cas, ou si on les définit avec un tel flou que personne s'y retrouve. Il suffit de voir les écarts de mortalité qu'on peut observer sur des zones à forte charge affective, l'Est du Congo, le Darfour à un moment, ou la Corne de l'Afrique, les appels répétés d'année après année où l'IPC, dont on a parlé tout à l'heure, est manipulé, lui aussi est vraiment peut-être l'exemple le plus significatif, le plus marquant d'un écart entre une apparente netteté des stades qui vont de 1 à 5, des pourcentages de familles affectées, de taux de malnutrition, etc. Et puis le flou dans lequel se constituent ces chiffres.
j'ai pas de remède à ça, mais comme Joël, je pense que c'est d'abord dans une prise de conscience, mais une prise de conscience qui ne doit pas ignorer le fait qu'au-delà de la complexité théorique, il y a en permanence une manipulation des chiffres au point que la première réaction sensée lorsque un chiffre ou lorsqu'une situation chiffrée est décrite, c'est de dire mais pourquoi ils disent ça, qu'est-ce que ça prouve, qu'est-ce qu'ils nous racontent, les mobilisations morales étant quand même un enjeu humanitaire assez important, on le voit sur la Corne de l'Afrique de façon très régulière. Voilà, c'était plutôt une remarque et puis l'attente d'une réaction sur, au fond, ce qu'on peut appeler la fausseté ou la tromperie massive que bien souvent, il faut évidemment jamais généraliser dans ce domaine, mais que bien souvent les chiffres emportent. Ça me semble devoir être un problème posé, les 6 millions de morts du Congo, les 800 000 morts du Darfour et ainsi de suite. Et puis je terminerai juste avec une remarque sur l'impartialité. J'ai beaucoup aimé l'exposé sur l'impartialité que j'ai trouvé vraiment passionnant. Je voudrais simplement indiquer que le moment où ça devient un principe cardinal, où on devient vraiment où ça devient une sorte de sacré, c'est au moment où sont énoncés les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui participent quand même d'une opération de construction d'images, en effet, après, dans le cadre de critiques qui sont adressées, soit dans le contexte Est-Ouest, mais aussi par rapport à l'engagement pro-colonial des Croix-Rouges nationales, par rapport à la question du CICR face au nazisme. Donc il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner, et je pense que la proclamation de ces principes, qui fonctionne un peu comme une antiphrase, on a été totalement servile, docile, couché devant les pouvoirs, alors on se proclame indépendant, neutre, impartiaux, humain, universel, etc. Voilà, c'était mes remarques. Merci. Non, merci Ronnie. Alors, pour revenir à cette question de la sincérité des chiffres et de leur collecte, une petite remarque, parce pour reparler un petit peu de l'Éthiopie, on a parlé, Joël, c'est toi qui en parlais du travail de François Antenne. Sur la collecte locale des chiffres, la thèse de François est aussi extrêmement instructive, donc on peut renvoyer effectivement à ce travail. Et en lien avec ça, on a une collègue, Marianne, qui était en Éthiopie en 2016 et qui, il me semble, comme coordinatrice projet, et qui témoigne là sur le chat directement aussi de la difficulté de l'équipe elle-même de se montrer un peu de confiance vis-à-vis des conditions de collecte, y compris de leurs propres données, rendant de ce fait-là les décisions opérationnelles extrêmement difficiles. Donc on nage bien un peu dans ce brouillard dont on a parlé à l'instant. Je vais revenir là à la question de Benjamin. Je ne suis pas complètement convaincu d'avoir des éléments de réponse moi-même, donc on peut essayer d'y réfléchir à plusieurs. Mais Benjamin pose la question suivante. Vous avez mentionné l'impact externe des données quantitatives, donc à but de plaidoyer, de recherche de consensus. Pourriez-vous élaborer sur l'impact sur les organisations et la gouvernance interne des ONG de ces collectes et analyses de données quantitatives? Donc quel rôle finalement ça joue en interne, la production de données, peut-être là aussi, des logiques de consensus, des logiques de construction de récits. Je voulais savoir si là, Joël, tu avais des réflexions à partager. Oui, vaste question. J'ai envie de dire, ça va être aux gens du crash de dire ça, justement. Mais c'est effectivement, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Ronnie Broman a évoqué la question de la grande politique des chiffres, des bagarres sur la manipulation des chiffres, etc. à haut niveau. Mais effectivement, il y a une petite politique des chiffres, quoi. Il y a aussi au sein, je pense, de chaque organisation des débats, des conflits et une compétition entre les différents corps de métier, aussi entre les
les professionnels avec une injonction. Tu dis ça, mais est-ce que quel chiffre tu as pour étayer ce que tu dis? Moi, j'ai des chiffres. Montre-moi tes chiffres, etc. Donc, il y a toute ça alimente finalement, je pense, des bagarres en interne aussi. Mais là encore, tu peux peut-être compléter, Michael, si tu as des billes là-dessus. Mais je pense que, enfin, en tout cas, je le vois au quotidien dans la gouvernance d'une université. La bagarre des chiffres, c'est aussi une bagarre entre différents secteurs, entre différents ailes de l'université. Et peut-être qu'on retrouve un peu la même chose dans les ONG. Oui, merci. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je vais enchaîner avec une question de Clément. Clément Perrin qui demande si la logique des standards chiffrés n'est pas également issue d'une volonté de bailleurs de comparer les organisations entre elles, afin, ajoute-t-il, d'identifier les plus rentables. Là, on rentre dans des logiques de compétition, d'accès au financement, et donc d'un moyen pour les bailleurs de faire un peu de benchmarking, quoi, avant de décider quelles sont les organisations qu'elles décideraient de soutenir. Et il est possible que l'expérience britannique de Bertrand puisse nous aider aussi, sait-on jamais. Je pense que ça, c'est tout à fait vrai et tout à fait démontrable. Finalement, ça, c'est vraiment le principe de la gouvernementalité, quoi. Qu'est-ce que c'est la gouvernementalité? C'est ne pas dire directement aux ONG ce qu'on veut, mais de dire on a tant d'argent, que le meilleur gagne, mettez-vous en compétition les unes avec les autres et puis on regardera après. Donc ça, c'est vraiment des actions sur des actions, quoi, un principe de gouvernement néolibéral qui fonctionne d'ailleurs très très bien, puisque les compétitions dont on participe, on a du mal à y échapper, y compris quand on en est bien conscient. C'est-à-dire que tout le monde va être contraint de produire du chiffre, de dire je sais bien que ces chiffres sont pas parfaits, etc. Ils sont pas top, mais bon, le rapport à la fin, il faut quand même que je le rende. Donc on peut dire oui, je sais bien, mais quand même je suis bien contraint de le faire. Je sais bien que cet appel d'offres est pas terrible, mais il faut quand même qu'on y réponde, etc. Je pense que ça participe vraiment des techniques de gouvernement néolibéral assez classiques qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs finalement. Merci. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste, oui, bien sûr, et je pense qu'il y a des exemples concrets dont on a fait l'histoire, notamment Merlin, qui est une organisation qui a échoué financièrement au moment où elle était en pleine ascendance. Et une des raisons de son échec, c'est le fait que pour se prépositionner pour des appels d'offres, elle devait maintenir une infrastructure qui lui permettrait de proposer des projets, donc d'accumuler des données qui lui permettraient ensuite d'obtenir les appels d'offres. Et le coût de son infrastructure est devenu trop élevé par rapport au retour. Et en fait, quand DFID, à l'époque, a voulu diversifier le nombre de partenaires, selon sa phrase, pour les mettre en compétition, Merlin, à ce moment-là, fait faillite. Et donc ça, il me semble que là, on voit bien comment une logique de gouvernementalité a vraiment fonctionné et a entraîné des coûts, des surcoûts, et une partie de ces coûts, c'était de pouvoir générer des appels d'offres. Et ces appels d'offres étant basés sur la production de données. Et je pense que là, il y a vraiment un cercle vicieux, mais je pense qu'en plus de la théorie de la compétition pure et nette, c'est-à-dire la value for money, qui fait partie des critères, il y en a une autre qui est aussi le fait que les organisations comme DFID, enfin ce qui n'existe plus maintenant, mais comme DFID, se proposaient de ne financer que dans le but de développer une théorie du changement, Theory of Change. Et la Theory of Change, c'est aussi financer, c'est donc financer non seulement de l'aide, mais une aide transformatrice
Et donc, il faut calculer, il fallait présenter non seulement ce qu'on allait faire, mais aussi dans la mesure dont ce qu'on allait faire allait produire du changement. Et alors là, on est dans une production du chiffre assez futuriste, quoi. Je sais pas comment mettre ça autrement. On rentre dans un discours qui est assez complètement dans l'hubris, quoi. C'est assez étonnant. Alors je vais enchaîner là avant les prochaines questions. Pour te demander Joël, pas une question, mais peut-être de réagir à un commentaire. Au sein d'MSF, on se fait souvent le constat qu'il est de plus en plus difficile de proposer un projet sans l'avoir au préalable, je dirais, confirmé à coup de données construites par MSF, prises de l'extérieur, d'ailleurs avec un regard sur les données extérieures en général beaucoup plus critique que celui sur les données produites par la maison, mais on voit bien aussi que MSF n'est pas épargné par cette course effrénée à la preuve chiffrée, au détriment de ce qu'on pourrait décrire comme étant pas tant du domaine des sciences sociales, mais de la description, de l'impression subjective, informée, malgré tout, qui semble être de plus en plus insuffisante, en tout cas, à remporter des arbitrages, notamment opérationnels. Alors, je voulais voir un peu si c'était quelque chose dont, dans le cadre de ton dialogue avec les intervenants, les acteurs de l'aide que tu as pu rencontrer à l'occasion de ce travail et à la suite, peut-être dans le cadre de discussions comme celle-ci, par exemple, on amorçait un début un peu de aggiornamento vis-à-vis de cette logique des chiffres dont on sait encore à quel point elle est quand même très emballante, quoi. En tout cas, elle entraîne tout le secteur. Finalement, quel regard critique aujourd'hui le secteur dans son ensemble, en tout cas les acteurs avec lesquels tu as pu discuter, avec quel œil il regarde un petit peu tout ça, et est-ce qu'il y a des débuts d'une conscience critique, réflexive, où on est réellement encore dans cette production un petit peu effrénée? J'ai envie d'être encore plus pessimiste. J'ai envie de dire la critique du chiffre pour le chiffre, la critique de la netteté des chiffres, etc., elle existe depuis le 19e siècle, quoi. J'ai envie de dire, il y a toujours eu une critique, en fait, interne. On découvre pas cet emballement, et c'est pas la critique qui arrête l'emballement non plus. Je pense que c'est un peu décevant, mais ça fait longtemps que, et notamment les médecins qui critiquent le périmètre brachial et l'anthropométrie dans les années 60, ils sont ce qu'ils disent, en gros, ça n'a pas pris beaucoup de rides, hein. On pourrait le redire aujourd'hui sur l'humanitaire fondé sur les données probantes, etc. Bon, on se retrouve dans un même type d'argument, finalement, avec une conscience quand même très importante des problèmes de ces chiffres, quoi. Après, bon, tu disais, bon, est-ce qu'on peut mettre en valeur des choses du type de la description et des deux autres modes d'information? Et je pense que la question, c'est voilà, comment on s'organise pour mettre ça en valeur d'une part, et puis aussi des choses du type de l'expérience professionnelle et des savoirs professionnels, finalement, des professions. Et puis, bon, il y a aussi maintenant des organisations. Je sais pas quand est-ce que Epicentre a été fondé, mais il y a aussi ACAPS maintenant à Genève, par exemple, avec Lars Peter Nissen, par exemple, qui produit des données pour contrôler, en tout cas celle de OCHA notamment. Puis il y a comme ça des organisations qui commencent à émerger, dont la responsabilité est de produire aussi et de critiquer du chiffre. Donc je pense que cette critique interne, elle existe, mais je pense que je suis pas sûr que ça suffise. Je repasse la parole à Ronnie. On t'entend pas là. Oui, ça y est, j'ai rebranché le micro. Oui, j'ai deux, trois choses brièvement. D'une part, on pourrait souhaiter, enfin, moi j'ai exprimé ce souhait dans quelques écrits, que des groupes
groupe universitaire des sociologues, démographes, statisticiens puisse jouer ce rôle d'évaluation, de contrôle des chiffres. D'ailleurs, je dis qu'on pourrait le souhaiter, mais ça existe en partie, mais on pourrait souhaiter que ça soit beaucoup plus large et qu'une autorité, enfin quelque chose comme une forme plus argumentée de production de chiffres s'institutionnalise et se développe. Je ne vois pas d'autres issues par le haut que celle-ci, avec ses limites naturellement, mais il me semble que ce serait tout de même un mieux. Par ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire Joël, Epicentre a été créé en 84 ou 85, dans un contexte d'ailleurs interne assez agité, dans lequel Epicentre devenait un argument de sérieux, de démonstration d'efficacité, mais a fait de MSF un acteur très important de production de chiffres et a inscrit d'ailleurs le chiffre même dans la structure même de pensée de MSF. Donc on est vraiment inscrit là-dedans depuis le tournant des années 80. Et puis une dernière remarque par rapport à ce que disait Bertrand, au sujet de la politique de Diffie, de la théorie du changement, la theory of change. Est-ce que c'est simplement une nouvelle appellation d'un terme un peu désuet qui est un peu fané, qui est le développement, parce que le même projet prométhéen de transformation sociale, de normativité nouvelle était inscrit dans un certain nombre de théories du développement, en tout cas dans les théories fondatrices du développement. Écoutez, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cette conférence. Je vais mentionner une question qui sort un petit peu du champ, mais qui finalement rejoint nos préoccupations de Kitry, qui aimerait évoquer le système de la prime basée sur la performance, qui est un système qui permet l'octroi de financement aux structures médicales et aux employés des structures médicales sur la base des résultats chiffrés de ces activités. Et c'est le cas en RCA, c'est le cas dans un certain nombre de pays. On sait aussi, en tout cas je sais d'expérience, que les organisations humanitaires ou les organisations de secours, d'aide, et MSF y compris, ne sont pas toujours étrangères à la mise en place de ces dispositifs de financement basés sur la performance. Il me semble là qu'on est à la fois dans la fixation de normes de réussite, d'indicateurs de performance, dans une logique de compétition, pour le coup très néolibérale. Et Kitry demande si on peut discuter des bénéfices-risques de telles pratiques. Il me semble un peu qu'on est en dehors du champ, mais en même temps, on voit bien que cette production de chiffres liés aux activités, elle prend une place non seulement sur les diagnostics, mais aussi sur la réalisation même des opérations de secours, comme une forme de police des agents de secours eux-mêmes. Voilà, je ne sais pas si, Joël, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. A priori, ce à quoi on pourra être confronté très vite, c'est de déboucher sur des manipulations de chiffres assez rapidement. Ça me rappelle la belle époque où les administrateurs coloniaux bidonnaient complètement leur rapport pour montrer qu'il y avait du progrès dans le nombre de personnes vaccinées, le nombre de dispensaires, etc. Donc, ça me paraît difficile avec des effets secondaires compliqués à gérer. Après, il faut voir à l'usage comment ça se passe, mais ça me paraît une piste assez compliquée à gérer. Ok, bah écoute, merci. Je vois plus de questions dans la file. Donc je vais conclure cette conférence. Je te remercie beaucoup, Joël, pour la discussion et cette première. Quand même une grande réussite technique et une grande discipline des intervenants. Donc merci à tous. C'est-à-dire qu'on peut le refaire. J'ai pris l'habitude de ne pas conclure ces conférences, donc je ne vais pas changer d'habitude. Par contre, je vais vous remettre de nouveau ce livre-là,
que je vous invite à parcourir si vous en avez l'occasion, ou en tout cas prenez-la. Il est possible qu'au sein de MSF, en tout cas, probable même qu'on continue de discuter avec Joël dans les mois à venir. Merci beaucoup à toi, merci à tout le monde. Il n'y aura pas d'apéro collectif cette fois-ci, mais rien ne vous empêche de partager un verre en famille. Merci. Au revoir. Merci, Mickaël.